Michel Vézina est écrivain et éditeur. Il a publié 6 romans, 2 recueils de nouvelles et 3 essais. Il est directeur littéraire aux éditions Coup de tête et aux éditions Tête première. Il a été chroniqueur hebdomadaire de 1997 à 2013 et a participé à de nombreux spectacles littéraires. Michel Vézina, bonjour. Bonjour. Bienvenue à Identité littéraire. Merci de m'avoir invité. Merci d'avoir accepté et d'avoir fait cet exercice pour nous, de vous être prêté au jeu. Est-ce que ça a été cruel, difficile ou ça a été... Il y aurait pu y avoir une centaine de livres qui ont été très importants pour moi dans ma vie. Moi, je suis un grand lecteur, je lis toujours beaucoup. Vous êtes un homme de lettres, Ouais. vous êtes écrivain, vous êtes dans le milieu depuis... Mais ça a été assez facile d'identifier les espèces de 3 jalons, en tout cas trois pierres d'assises de ma vie, de ma vie d'écrivain surtout. Je me suis en fait surtout basé sur ce qui m'a amené à écrire et pourquoi, pour répondre On en à la parlera. question. On commence tout de suite avec Victor Lévy-Beaulieu, Oui. La nuit de Malcolm Hodde, que Exact. vous avez lu à quelle époque environ? J'étais au cégep, première année de cégep, OK. j'avais 17 ans. Et c'était pas dans un cours, c'était simplement parce qu'un ami m'avait... on connaissait évidemment Victor Lévy-Beaulieu, Ouais. c'est-à-dire que je dis évidemment parce que je viens de Rimouski et puis que Victor vient de Notre-Dame-des-Neiges. Et donc, on connaissait l'existence de Victor. Et puis, à un moment donné, bon, moi, je suis allé à la bibliothèque, puis j'ai emprunté le premier qui m'est tombé dessus, La nuit de Malcolm Hodde. Et puis, ça a été une vraie épiphanie, pour 2 raisons. La première, c'est que, d'abord, c'était la première fois que je lisais quelque chose comme ça. Je ne sais pas si on se souvient, mais il n'y a aucun point, il n'y a aucune capitale, aucun point final dans La nuit de Malcolm Hodde. Et pour moi, c'était complètement magnifique, cette espèce de souffle qui tournait. Une structure que vous aviez jamais... J'avais jamais vu ça. Je pensais même pas qu'on avait le droit Ouais. d'écrire comme ça, parce que dans nos cours de français, il fallait faire sujet, verbe, complément, puis bon. Et là, tout d'un coup, il y avait cette espèce d'explosion à la fois d'images et de sensations dans un flot continu qui m'a complètement excité. Et deuxièmement, non seulement on avait le droit d'écrire comme ça, mais on avait le droit d'écrire comme ça en venant du bas du fleuve. Et pour moi, qui à cette époque-là, j'avais envie d'écrire, mais c'était une espèce de rêve inatteignable, c'était pas possible. J'avais probablement un complexe de régional ou de provincial en me disant, ben, c'est juste les gens de Montréal qui savent écrire. Et tout d'un coup, je me suis dit, mais bon, on a le droit d'écrire comme ça tout en venant d'ici. Puis c'est après coup que je me suis rendu compte que je venais d'une ville éminemment littéraire. Oui. Arthur Buis est quand même a vécu longtemps à vrai. Rimouski. Victor Lévy-Beaulieu vient du coin, puis après, il y a eu un paquet d'autres mondes qui se sont manifestés dans ma vie, des gens de Rimouski, Paul Chanel-Malenfant, Robert Lévesque, Lisette vrai. Morin, et ça a été vraiment, je pense, Victor Lévy-Beaulieu avec La nuit de Malcolm Hodde qui m'a lancé sur la... Donc, une fascination au niveau de l'éclatement Oui, des tout règles à fait, aussi, complètement. le langage, et Donc, puis un cautionnement de votre désir De devenir écrivain. C'est ça. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à écrire, en fait. C'est après avoir lu La nuit de Malcolm Hodde. Donc, c'est assez majeur comme influence. Et puis j'ai eu la chance, après de nombreuses années après, de rencontrer... Oui, c'est ce que j'allais vous Lévy. demander. Est-ce que vous l'avez donc rencontré? Oui, on est Avez-vous devenus amis. échangé? Ah, oui, oui, on est devenus très proches. Chaque fois que je descends à Rimouski, j'arrête toujours quelques heures chez lui, oui. assis à sa table en pommier. Est-ce pour qu'il vous a lu? Oui, mais C'est d'ailleurs, vrai? il m'a aussi édité. Ben oui, Il c'est a vrai. édité tout à fait. un des livres que j'ai C'est publié, vrai, Attraper c'est un dindon vrai. sauvage au Ben lasso, qui oui. est publié dans la collection Écrire aux éditions Ah, Trois c'est Pistoles. intéressant comme relation. Et il avait fait aussi un bandeau pour mon tout premier roman, Asphalte et Vodka, où il avait accepté de Donc, de une commenter forme de le- mentor, est-ce que une vous forme de avez? mentorat, Ouais. oui. Oui, effectivement, une forme de mentorat. Je ne suis pas toujours d'accord avec lui, mais Ça ça reste quand même un père littéraire. Oui, tout à fait. Voilà. On change maintenant complètement de registre. Vous nous amenez avec le roman Ulysse de James Joyce, donc un autre jalon, comme vous Oui, dites, de votre parcours extrêmement littéraire. important. Donc, en Irlande, journée, un roman qui se déroule sur une journée. Exactement. Donc, ce qui Le est assez 16 juin particulier à 1904. l'époque. Pouvez-vous nous mettre un peu en Ben, contexte? en fait, pour, ce qui est arrivé pour Joyce, c'est que c'est quelques années après, j'étais à l'université, ça devait être en 82, et j'avais un voisin qui était prof en sciences religieuses à McGill, qui m'avait effrayé pendant 1 an parce qu'il était prof en sciences religieuses. Mais à un moment donné, on s'était croisés dans le cours, lui était complètement saoul, puis je m'étais dit quoi, un prof de sciences religieuses qui boit? Et du coup, on est tombés super amis. OK. Et il m'a fait découvrir, entre autres, il m'a fait découvrir Tom Waits. Ah oui. Et bon, ne serait-ce que pour cela, je lui dois beaucoup. Et puis un beau jour, je rentre chez lui, et puis il était devant sa radio, et puis chut, et puis
il y avait une voix, il y avait quelqu'un qui parlait à la radio et c'était incompréhensible. Et Roger, qui s'appelait, changeait les cassettes de côté, parce qu'on était en 82, on n'avait pas encore de CD. Il changeait les cassettes de côté à toutes les 45 minutes. Et j'ai fini par comprendre, parce qu'il m'a expliqué, que la CBC avait décidé de lire Ulysse au complet. C'était 24 heures, je crois, de lecture continue avec plusieurs lecteurs qui se relayaient. Quelle initiative! Oui, on ne croirait plus à ça de nos jours. Et du coup, je me suis assis avec Roger. J'ai passé peut-être, je ne sais pas, moi, pas au complet, j'ai pas passé les 24 heures, mais j'ai dû passer une bonne douzaine d'heures assis avec lui. Quelle expérience! Alors, regarder tourner les cassettes. J'étais pourtant bilingue. C'était en anglais que ça se passait, dans la version. Et je ne comprenais rien de ce qui se disait, mais il y avait une musique dans ces mots-là qui me fascinait. Alors, quelques années plus tard, je me suis procuré le livre. Oui. J'ai rien compris en anglais, mais j'ai adoré, encore une fois, cette musique, ces 18 manières d'écrire. Parce que oui, Joyce, c'est une journée, mais c'est un peu copié sur l'Odyssée d'Homère. Il y a 18 chapitres, et les 18 chapitres sont 18 expériences littéraires complètement différentes. Et c'est des années plus tard, quand je l'ai lu en français, où j'ai pas plus compris, que j'ai compris qu'il fallait pas nécessairement comprendre en littérature. Que la littérature, c'est permis d'avoir un autre rapport que juste intellectuel, cérébral. Oui, un rapport de compréhension. C'est aussi des sons, c'est aussi un tissu qui fait qu'on se laisse imprégner de certaines matières qui sont nulle part ailleurs que provoquées par la littérature. C'est-à-dire que ces taches-là, sur ce papier-là, éveillent des émotions, des sensations, des images, des idées qui peuvent nulle part ailleurs, ou qui ne peuvent pas être éveillées d'aucune autre manière. Et ça, moi, à chaque fois que j'ai relu Ulysse ou Joyce, d'autres livres de Joyce, il y a toujours cette espèce de musique qui m'intéresse, que je ne comprends pas. Parce que si je la comprenais, j'imagine que je serais un meilleur écrivain. Mais elle me fascine, elle me passionne, cette musique-là. Donc, un modèle en tant qu'écrivain aussi. Un modèle en tant qu'écrivain, un modèle en tant que formaliste, un modèle en tant que guide dans cette recherche que je pense que tout écrivain devrait avoir, d'essayer de trouver toujours de nouvelles manières de raconter. De raconter. Et quand je dis raconter, j'arrête là, je ne dis pas nécessairement raconter des histoires. Mais moi, dernièrement, c'est drôle, j'ai repensé justement à Ulysse. J'étais dans un café, et sur une terrasse, en fait, à Paris. Ça fait chier. Et je me suis mis à décrire tout ce qui se passait sur la terrasse, mais sans mettre aucune ponctuation. En m'amusant à tout capter, tout essayer d'écrire ce que je pouvais voir, pour me rendre compte de cette imprégnation-là dans le réel. Et quand j'ai relu ça, c'est probablement ce qui est le plus d'irréaliste que j'ai jamais écrit. C'est fou. Et il y a quelque chose là-dedans qui me fascine. Voilà. On va passer au troisième titre, même si on vous écouterait encore nous parler de... Alors, Café Panique, un Café titre Panique. beaucoup moins connu que les deux autres. Et un auteur beaucoup moins connu que les deux autres. C'est drôle. En fait, je vais raconter l'anecdote de comment je suis tombé sur ce livre-là. C'était dans un centre d'achat à la Chine. Je finissais mes études, on devait être en 84-85, il y avait une grande table de livres usagés en plein milieu du centre d'achat. Je travaillais au Walmart, au comptoir photo d'un Walmart. Et puis, je me suis arrêté. Puis, à un moment donné, j'ai vu deux livres. J'ai vu Panique, de Fernando Arrabal, et Café Panique, de Roland Topor. Je pense qu'ils vendaient ça 25 cents chacun. C'était une collection de poches. Bon, je suis pauvre, je vais acheter ces livres-là. Ça m'intrigue. J'avais vu des films d'Arrabal avant. Et là, je suis tombé sur Café Panique. C'était, encore une fois, une révélation, c'est-à-dire que c'est un recueil de nouvelles, d'abord, qui démarrent toutes dans le même bar, sur rue de Rivoli à Paris. Et c'est une des nouvelles au jeu, donc dans une espèce de volonté d'hyper-réalisme. C'est Roland Topor qui s'en va dans le bar, qui rencontre quelqu'un qui lui raconte une histoire. Même pas topo pour toutes les nouvelles. Mais ces histoires-là étaient d'un déjanté, mais d'une folie, il y avait quelque chose d'éminemment surréaliste, sans l'être, dans la manière de raconter ces histoires-là. Et puis, j'ai lu aussi le manifeste, donc, qui avait été écrit par Arrabal, Panique, et qui expliquait que le panique, et non pas la panique, le panique était un mouvement qui s'était créé dans les années 60 à Paris avec 3 signataires, Fernando Arrabal, Alejandro Jodorowsky et Roland Topor, qui
se revendiquait effectivement d'une espèce de post-surréalisme, d'une empreinte dans le réel plus large que ce que le surréalisme proposait, mais d'une capacité à faire exploser ce réel-là vers un imaginaire complètement débridé. Je résume très mal le Panique. Le Panique est beaucoup plus large, il y a tout un rapport au sang, un rapport à la violence, un rapport à l'exagération. Il y a même eu, à un moment donné, un torero espagnol, Oliviero de Olivieri, qui s'est joint au mouvement Panique, puis que la corrida était nommée comme Panique. Et il y a plein d'autres artistes qui étaient assez proches du mouvement ou écrivains. Je pense à Michel Léris, qui était très, très proche du Panique. Aussi. Et qui avait aussi... Il y avait même un Québécois qui a failli être signataire, qui s'appelait Jean Benoît, qui est un peintre québécois, performeur, sculpteur, qui s'est engueulé avec Arabal quelques jours avant la publication du manifeste et qui s'est donc retiré du mouvement. Jean donc Benoît. des écrivains à découvrir ou redécouvrir avec Oui, Topor a fait plusieurs trucs après, qui a été un peu connu. Il a fait, entre autres, un film qui s'appelle Marquis, qui est un film où tous les acteurs ont des masques qu'il a dessinés. C'est un dessinateur avant d'être un écrivain, Topor, et qui parle des derniers jours du Marquis de Sade à la Bastille, juste avant la Révolution française. Il y a un disque qui a été fait par François Hadji Lazaro, l'ancien chanteur de Pigalle et des Garçons Bouchers, qui a fait un disque magnifique qui s'appelle François chante Topor. Et c'est quelqu'un de pas très connu, mais qui mérite éminemment de l'être et qui, pour moi, a été d'une influence, et il est encore d'une influence. Mais merci de nous le faire découvrir ou redécouvrir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Mais merci de m'avoir invité, Sophie. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine pour d'autres identités littéraires.